Nous sommes ici dans la cité de Calvin, la vieille ville de Genève, située sur cette petite colline où se trouvaient toutes les institutions importantes de la ville. Les principaux magasins, le siège du gouvernement, l'armurerie et la cathédrale. Comme dans beaucoup de villes suisses, il y a la ville située sur la colline qu'on peut défendre facilement contre attaque. Et pour défendre le port en bas, des tours fortifiées, dont 2 subsistent encore ici à Genève. Entre la ville fortifiée et le port fortifié, il y avait des jardins. À Genève et à Lausanne, ces jardins ont subsisté jusqu'au début du 19e. Et à Nyon, on peut les voir encore. La ville les a gardés. Viret avait comme stratégie, une fois qu'une ville avait accepté de devenir protestant, il installait un leader pour la reconstruction de la ville sur des fondements plus bibliques. Lui, il a pris Neuchâtel. Viret, le Vaudois, a pris Lausanne, mais ils cherchaient ensemble pour quelqu'un pour Genève. Ils étaient ici en visite en 1536 et quelqu'un leur a dit que Jean Calvin était dans une auberge vers le lac avec sa sœur. Donc ils sont allés le visiter. Calvin avait 27 ans cette année-là, mais à 26 ans, il avait publié son petit chef-d'œuvre, Les Instituts de la religion chrétienne. Et il y en a qui pensent toujours aujourd'hui que c'est le meilleur résumé de la théologie protestante française jamais écrite. Et moi, je connais des Américains qui dorment avec ce livre sous leurs oreillers et qui se présentent. Ah, il est bien, merci. Je présente mon ami, il lit les Instituts de Calvin. Mais ce qui est intéressant pour moi dans tout cela, que ce n'est pas seulement un livre de théologie. Il a écrit un apologétique pour défendre ses amis qui avaient été mis à mort par le roi. Parce que le roi mettait des milliers de protestants à mort. Il essayait d'écraser la réforme en France et il a réussi. Calvin et les autres jeunes réformés ont été chassés de Paris. Ils sont allés à Meaux, à l'est de Paris, où l'évêque était plus ouvert. Puis, pour finir, ils ont dû fuir Meaux aussi et rejoindre la Suisse en utilisant des faux noms et en passant par les jardins. Donc, Calvin a dû fuir pour sa vie. Quand les princes protestants allemands ont protesté au roi de France, qu'il ne devait pas tuer ces chrétiens, lui, il a dit, « Ah, ce ne sont pas des vrais chrétiens, ce sont des hérétiques. » Personne ne sait exactement ce qu'ils croient, mais ils ne sont pas des chrétiens. Mettez-vous à l'aise, je tue les hérétiques seulement. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien d'écrit, bien que le premier livre évangélique écrit en Europe, on dit, c'était par le professeur Lefebvre de la Sorbonne, un protestant qui était le premier acquis à la Réforme et qui aurait enseigné Farel et Calvin. Et il l'a écrit avant les écrits de Luther. C'est pour ça que nous, les francophones, on dit la Réforme française n'est pas la fille de la Réforme allemande, mais elle est la sœur de l'Église, de la Réforme allemande. Merci de garder ça dans vos têtes. Donc Calvin a écrit les Instituts qu'il a dédiés au François Ier, et la première édition en latin, pour prouver que c'était des vrais chrétiens, qu'ils avaient une foi biblique, traditionnelle, orthodoxe, bien plus solide que la foi catholique. Bien sûr, ça n'a pas impressionné le roi. Moi, je ne sais même pas s'il a su lire le roi. Mais c'est la raison pour laquelle Calvin a écrit ce livre. C'est pour dire, mes frères et sœurs qui ont été mis à mort, c'était des vrais chrétiens.
Calvin, pour moi, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un théologien. Parce que nous, aujourd'hui, un théologien, c'est quelqu'un de très théorique qui ne sait rien faire de pratique. Il prêche le dimanche, le reste du temps, il est dans ses livres, il écrit des choses assez incompréhensibles et peu utiles. C'est ça le mot théologien pour nous. Moi, je n'appelle jamais Calvin un théologien. Quand j'ai écrit cet article sur lui, je l'ai titré Calvin, un missionnaire qui a construit une nation, pas Calvin théologien. Parce que Calvin a été impliqué très profondément dans les rouages de la société genevoise, dans les événements, les tendances, etc. Il voulait pas seulement reconstruire l'Église, mais reconstruire une nation en commençant par l'Église. Grande différence. Mais quand Farel et Viré ont essayé de le recruter, il a refusé. Il connaissait très bien les Genevois. Ils étaient connus pour être un peuple divisé, railleur, indépendant. Certains diraient que ça n'a pas beaucoup changé. Moi, je cite d'autres là, n'est-ce pas? C'est intéressant, c'est que ces tendances sont documentées plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et c'est le même peuplade qui a établi Gênes en Italie, pas loin d'ici. Ils sont connus pour ça. Ils sont on les appellerait aujourd'hui oppositionnels. On dit quelque chose et eux, ils disent le contraire. Il y a des enfants comme ça. Et pas seulement les enfants. Et Calvin était au courant de la situation de la pauvreté, du vide dans l'Église, du manque de leadership, des murs qui ne fonctionnaient pas, etc., etc. Et il a dit non. Moi, je n'ai pas la bonne santé. Je vais aller à Bâle pour retrouver ma santé et continuer mes études. Et Calvin s'est levé avec son doigt d'évangéliste et qui a dit que le Seigneur te maudisse, toi et tes études, si tu ne me rejoins pas dans l'œuvre qu'il a préparée pour nous. Alors Calvin s'est souvenu de cette parole jusqu'à la fin de ses jours. Et on ne sait pas si c'est la crainte de Dieu qui est tombée sur lui ou la crainte de Farel, mais il est resté. Ses premières années étaient difficiles. Ce n'était pas quelqu'un de pastoral, de don. C'était un apôtre, un enseignement apostolique, je l'appellerais. Il n'avait jamais été pasteur même d'une église. Il était tellement orienté vers la vérité et la déclaration de la vérité qu'il ne ménageait pas les gens. On raconte qu'il était dans les rues ici et puis un Huguenot français nouvellement arrivé l'a reconnu et il a dit « Ah, bonjour frère Jean !» Et il a répondu « Vous pouvez m'appeler Monsieur Calvin. » Bienvenue à Genève. Mais, et puis ils étaient toujours en bagarre avec les autorités de la ville. Et c'était les mêmes discussions qu'on a aujourd'hui, donc qui tournaient autour de l'autorité des sphères. Parce que les autorités de la ville étaient en train d'être coachées par les autorités de Berne, et dans la théologie luthérienne, l'État a autorité sur l'Église. L'Église est directement soumise à l'État. Et Zwingli a pris cette pensée de Luther et il l'a portée encore plus loin. Et c'est une des raisons que l'Église allemande n'a pas résisté à Hitler plus tôt et plus fortement. C'est parce qu'ils avaient été
enseigné pendant les siècles que l'État avait autorité sur l'Église. Donc ils ont fait ce que l'État leur a dit de faire. Ça n'aurait jamais pu se passer sous Calvin. Parce que pour Calvin, l'Église et l'État étaient des sphères séparées et chacune avait leur autorité propre à lui. Et en parlant avec les autorités de Berne, ceux de Genève ont été convaincus de leur stratégie qui était que tout le monde dans la ville devait recevoir la Sainte Seine. Et ils ont dit, Calvin, tu dois faire ça parce que ça fera un facteur d'unité si on célèbre la Seine ensemble à Pâques. Et Calvin a dit, non. C'est pas à vous de décider qui va recevoir la Seine. Ça, c'est notre autorité dans l'Église. Et on sait qu'il y a des gens qui sont encore catholiques. Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas être chrétiens du tout. Il y en a d'autres qui vivent ouvertement dans le péché. On ne va pas donner la Seine à tout le monde. Et vous n'allez pas décider non plus. Donc, bagarre pendant longtemps. Et puis, arrivé le dimanche de Pâques, 1538, deux années après l'arrivée de Calvin, lui, il a prêché dans la cathédrale, Farel a prêché dans la deuxième paroisse de la ville, et puis ils ont tous les deux prêché sur le péché, le jugement divin, et ils ont excommunié la population entière de Genève en leur disant qu'ils pouvaient aller en enfer. C'était un enseignement audiovisuel. Et puis ils sont partis. Farel à Neuchâtel, Calvin à Strasbourg, où il s'est mis ensemble avec Martin Bucer, le grand réformateur là-bas, qui avait dans cette ville un accent très profond sur l'étude de la Bible. Et Calvin a importé ça ici, à son retour, et moi je ne sais pas combien d'autres idées qu'il a vues en action à Strasbourg. Je suis sûr que quelqu'un a fait un doctorat sur ça, j'aimerais bien le retrouver un jour. Mais il disait plus tard que ces 3 années à Strasbourg étaient les plus heureuses de sa vie. Il n'avait pas la responsabilité d'une ville bouillonnante et turbulente. Il était pasteur des réfugiés francophones, parce que la ville parlait l'allemand à l'époque. Et puis en plus, il a rencontré l'amour de sa vie, la veuve d'un anabaptiste, Idelette de Bure, et il l'a beaucoup profondément aimée. Et il a même adopté ses 2 enfants. Et elle est certainement une des raisons qu'il avait une vue très élevée de la place des femmes. Les féministes d'Europe considèrent Calvin comme un de leurs premiers champions, parce qu'il était le premier responsable de déclarer que les femmes avaient la même valeur aux yeux de Dieu que les hommes. Personne d'autre disait ça. Donc j'étais surpris d'entendre une féministe dire ça publiquement ici, l'année de l'anniversaire de Calvin, le 500e, qu'on a fêté en 2009. Donc il était bien à Strasbourg, mais à Genève, les choses allaient de mal en pire. Finalement, ils ont envoyé une délégation à Strasbourg pour lui dire « Tu dois revenir. Le duc de Savoie nous menace encore. On n'est pas unis, on n'a pas la force de résister. Et si tu ne reviens pas, tu es le seul qui peut nous unir. Si tu ne reviens pas, tout sera perdu. Et Genève deviendra une colonie de Savoie. » Et il s'est souvenu de cette parole de Farel, sachant qu'il avait un appel à Genève. Donc avec le cours lourd, il a consenti de revenir ici. Et en plus, ils ont dit, on vous a trouvé une maison, c'est pour ça que cette rue est appelée rue Jean Calvin, une maison dans cette rue, pas loin de la Cathay. Et je crois que la chose qui l'a convaincu, c'est que
cette maison avait une vue du lac et un jardin. Et puis il est revenu ici. La maison était remplie d'enfants parce que son frère est venu dans la maison avec ses enfants à lui. Et Calvin a passé le reste de sa vie ici, très souvent malade. Dans les vieilles gravures, on le voit sur son lit de convalescent et avec les autorités de l'Église autour de son lit de malade. Il est décédé en 1564 à l'âge de 55 ans, que je trouve très jeune. C'était un homme incroyable. On a encore aujourd'hui 3000 lettres qu'il a écrites. Il avait un ministère par lettres en Europe entière. Les Anglais ont conservé une lettre qu'il avait écrite au roi d'Angleterre en l'exhortant à changer certaines décisions pour le bien de son peuple. Il a écrit des volumes de livres aussi qui étaient surtout le fruit de sa prédication, parce qu'il enseignait, il prêchait chaque dimanche dans la cathédrale, et dans la chapelle à côté qu'on va voir visiter, qu'on appelle l'auditoire de Calvin, il enseignait 2 à 3 fois par semaine selon l'année. Et il y avait quelqu'un dans la congrégation qui prenait des notes et qui partait à la fin de la réunion avec ses notes à l'imprimeur de Calvin. Il y avait 5 imprimeurs dans la ville de Genève protestante et un était consacré entièrement aux œuvres de Calvin. Donc ils ont mis sa prédication, ils ont imprimé sa prédication et les manuscrits partaient en Europe dans la semaine qui suivait. Et là, on a de la peine à avoir des livres à cette vitesse, même aujourd'hui avec les ordinateurs. Mais il y avait un tel intérêt à cette expérience formidable que Calvin était en train de vivre. Comme j'ai dit, tout le monde voulait savoir, est-ce possible? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il va réussir? Et c'est pour ça que les yeux d'Europe étaient focalisés sur cette petite ville de 10 000 personnes seulement.